Cela peut sembler poli. My poor Gladys Knight. Ces mots sont exactement la façon dont les hommes ont toujours fait leur sortie. En douceur, sans bruit et dévastatrice. Pas d'excuses. Pas de second regard. Juste une traînée de chagrin d'amour laissé dans leur sillage. Aujourd'hui, à 81 ans, avec une carrière légendaire derrière elle, elle ne se contente plus de chanter. Elle parle enfin. Elle dit la vérité. Elle raconte l'histoire des 5 hommes auxquels elle en voulait le plus. Des hommes que le monde entier a un jour idolâtrés, que l'on a un jour qualifiés d'irréprochables. Mais pour Gladys, ils n'étaient que des ombres portées sur une vie autrement remplie de lumière. Il y a eu le premier mari qui a disparu en laissant derrière lui un enfant et une vie d'abandon. L'homme public charismatique qui a mis fin à ses relations avec des mots plus adaptés à une lettre de démission. Le romantique qui apportait des roses mais vivait comme une lame aiguisée. Et celle qui a volé non seulement le temps, mais aussi l'esprit, à l'intérieur même du studio d'enregistrement. Rares sont ceux qui pourraient imaginer qu'une personne comme Gladys Knight, une voix, qui a contribué à construire l'héritage de la Motown, soit traitée comme un objet jetable, invisible. Mais aujourd'hui, pour la première fois, elle n'est plus une chanson. Elle est une histoire, la sienne. Si vous avez déjà été mis à l'écart, sachez que Gladys Knight ne se fâche pas facilement. Tout au long de sa vie, elle a traversé de grandes étapes, enduré d'innombrables déchirements, triomphes et blessures. Elle a appris à rester calme, à savoir quand se taire. Mais elle mentionne Jimmy Newman. Ce nom fait encore vaciller sa voix, non pas à cause de la nostalgie, mais à cause d'une émotion silencieuse, si profonde qu'elle n'a plus besoin d'être criée. Un ressentiment non pas pour la personne, mais pour la façon dont une personne peut disparaître comme si elle n'avait jamais existé. Jimmy a été son premier amour. Un amour authentique, sans complications, sans précipitation, sans arrière-pensée. Ils sont tombés amoureux, jeunes, très jeunes, à l'âge où l'on croit encore que l'amour est tout. Elle l'a rencontré alors que son chant était quelque chose d'intime. Pas encore un outil pour gagner de l'argent. Jimmy n'était pas un coureur de jupons, pas au début. Il était doux, savait écouter et lui tapoter le dos lorsqu'elle était fatiguée. Il lui a dit un jour, « Ton chant appartient à tout le monde. Mais toi, tout m'appartient. » À ce moment-là, Gladys l'a cru. Elle l'a vraiment cru. Mais l'amour n'est pas la seule chose qui s'est développée. La carrière de Gladys s'est développée régulièrement, contrairement à celle de Jimmy. Il n'aimait pas les longues tournées, n'aimait pas les flashs des appareils photos, et n'aimait peut-être pas se sentir éclipsé par une femme qui devenait chaque jour plus rayonnante. La distance ne vient pas des disputes, mais des regards détournés, des repas sans conversation, de la façon dont il se tait chaque fois qu'elle rentre fatiguée, les yeux rouges. Un jour, elle rentre après un spectacle. Jimmy n'est plus là. Passe de mots, pas d'appel. Juste quelques vieux vêtements et un lit vide à côté d'elle. La douleur la plus atroce n'était pas d'être abandonnée. C'est d'avoir été abandonnée alors qu'elle se battait pour sa famille. Elle n'a pas seulement perdu un mari, elle a perdu un ami, en soutien. Le sens de ses efforts. Les gens disent que Jimmy s'est impliqué dans des choses qui l'ont amené à se perdre. Certains ont dit qu'il était frustré parce que sa carrière n'avançait pas. D'autres ont dit qu'il se sentait inférieur alors que sa femme devenait de plus en plus célèbre. Mais quelle que soit la raison, ce n'était qu'une excuse pour une vérité crue qu'il a choisi de laisser de côté. Il l'a laissé seul pour élever leur enfant, pour continuer à vivre seul, sans s'excuser, sans se retourner. Et l'ironie la plus amère, c'est que la société de l'époque ne lui permettait pas de pleurer en public. C'était une femme noire, une artiste, une femme forte. Les gens ne voulaient pas l'entendre se plaindre. Ils voulaient seulement l'entendre chanter quand elle chantait. Ils voulaient voir une Gladys pleine de résistance et non de faiblesse. Personne ne lui a demandé si elle allait bien. Lorsqu'elle a fait une tournée en tenant son enfant, tout le monde a dit que c'était l'image d'une héroïne. Personne ne savait qu'il s'agissait de désespoir. Des années plus tard, lors d'une conversation avec une amie proche, elle a simplement déclaré « Je déteste la façon dont j'ai dû être forte seule ». Une seule phrase. Mais elle portait en elle un nombre incalculable de fois où elle a été forcée de sourire à la télévision. D'innombrables fois,
Son fils lui a demandé « Où est papa? » Maman? D'innombrables nuits. Elle est restée éveillée, attendant le son de la clé tournant dans la serrure. Mais il n'y avait que le silence. Personne ne lui a appris à être une mère célibataire dans une industrie qui n'était déjà pas tendre avec les femmes, en particulier les femmes noires. Il l'aimait quand elle brillait, mais il ne voulait pas voir les coins sombres où elle s'était recroquevillée, non pas à cause du froid, mais à cause d'une déception profonde. Le plus terrifiant, c'est que Jimmy n'a jamais dit au revoir. Il n'a pas crié, il n'a pas hurlé. Il s'est retiré, silencieusement et aussi légèrement qu'un clignement d'œil. Et c'est justement pour cela que la blessure s'est encore aggravée. Elle aurait préféré qu'il s'emporte. Elle aurait préféré qu'il se batte. Mais non, il est parti tranquillement, comme si leur mariage n'avait jamais existé, comme si son amour n'était qu'une scène sur laquelle il ne voulait plus se produire. Beaucoup se souviennent encore des chansons que Gladys a interprétées par la suite, mais aucun d'entre nous ne s'en souvient. La meilleure chose qui me soit arrivée. Oh, encore, Midnight Train to Georgia. Tout le monde loue sa voix émotive, mais peu comprennent que chaque mot qu'elle chante provient d'une douleur spécifique. Et Jimmy a été la première douleur. Personne ne sait comment Jimmy a vécu par la suite. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles il aurait écrit des excuses, mais Gladys ne l'a jamais confirmé. Et elle n'en avait pas besoin, car lorsque quelqu'un part sans un mot, les excuses ne sont qu'un morceau de papier mouillé incapable de sécher les larmes versées il y a des années, aujourd'hui encore. À 81 ans, lorsqu'on lui parle de Jimmy Gladys, il se contente de hocher doucement la tête, ne dit rien de plus, mais dans ses yeux. On voit bien que certaines colères n'ont pas besoin d'être criées. Certaines blessures n'ont pas besoin de saigner pour être vues. Et si elle devait nommer le premier homme qu'elle a détesté, non par méchanceté, mais parce que son cœur s'est un jour serré jusqu'à l'étouffement, ce nom serait certainement Jimmy Newman. Pas besoin d'agitation, pas besoin d'attaque, car rien n'est plus terrifiant qu'un silence glacial de la part de la personne qui prétendait vous aimer le plus au monde. Tout le monde n'est pas détesté comme l'était Barry Hankerson par Gladys, parce qu'il ne s'agit pas d'une trahison, d'une infidélité ou d'une indifférence, mais d'une chose encore plus terrible, d'une bataille qui a duré jusqu'à la limite de l'endurance. Une bataille où le cœur d'une femme a été déchiré en deux, non pas par l'homme qu'elle a aimé, mais par le père de son fils. On pense souvent que la séparation est une fin en soi. Pour Gladys Knight, la séparation d'avec Barry n'était que le prélude à une tragédie sans fin. Leur relation n'a pas commencé dans la douceur, mais elle a été suffisamment convaincante pour qu'elle s'engage à nouveau dans le mariage. Barry était un producteur talentueux, rusé, et surtout, il semblait comprendre la pression qui pesait sur une artiste comme elle. Mais bientôt, toutes les qualités qui l'ont amené à lui faire confiance au départ sont devenues la mèche enflammée de leur vie commune. À partir de la fin des années 70, leur mariage est devenu tendu. Barry était intelligent, mais aussi calculateur. Parfois, il donne à Gladys l'impression qu'elle n'est pas une épouse, mais une artiste dans un projet qu'il gère. L'affection s'est progressivement éteinte, non pas parce que l'amour est mort, mais parce que la confiance s'est érodée peu à peu. Au fil des disputes, des nuits, il quittait la maison sans prendre la peine de dire où il allait. Des fois, elle a découvert son nom attaché à des contrats qu'elle n'avait jamais lus. Mais si ce n'était que cela, Gladys n'aurait pas mis Barry sur sa liste des personnes les plus détestées. Ce qui a tout fait basculer, c'est quand leur fils est devenu le prétexte d'une bataille où, quel que soit le vainqueur, l'enfant perdrait. Le divorce n'a pas été simple. Barry n'a pas seulement cherché à obtenir la garde de leur fils. Il a également utilisé tous les détails, toutes les faiblesses de la vie personnelle de Gladys contre elle. À un moment donné, elle n'était autorisée à voir son fils que le week-end, parfois sous surveillance. Barry l'a même empêché de chanter à son fils au téléphone. L'amour maternel a été étouffé par les avocats, les tribunaux et les clauses suspensives. Un jour, lors d'une brève interview en 1985, Gladys a déclaré « Je déteste que l'amour se transforme en contrôle ». Ce n'est pas une grande déclaration, mais derrière cette phrase se cache une décennie d'efforts pour ne pas s'effondrer parce qu'elle aimait son fils, mais aussi parce qu'elle comprenait que si elle se mettait trop en colère, elle perdrait bien plus qu'un simple procès.
Il y a eu des jours où elle a fait une tournée en Europe et où, à son arrivée à l'aéroport, elle a reçu des documents de l'avocat de Barry demandant une révision de la garde. Parfois, elle a dû prouver qu'elle n'était pas mentalement instable simplement parce qu'elle chantait trop. Elle a dit un jour que la chose la plus humiliante était de devoir se présenter devant un tribunal et d'être interrogée comme une criminelle simplement parce qu'elle voulait tenir son fils dans ses bras pour l'endormir chaque soir. Barry connaissait très bien Gladys, et il savait aussi ce qui la rendait la plus vulnérable, son fils, aux yeux de Barry. C'est un avantage. Aux yeux de Gladys, c'était une profonde trahison. Il ne s'agit pas d'une trahison amoureuse, mais d'une trahison de confiance entre deux personnes qui avaient promis de protéger leur enfant, quoi qu'il arrive. On pourrait penser que lorsque deux personnes se séparent, la douleur est la même, mais non. Gladys était celle qui était sous les feux de la rampe, mais Barry était celui qui contrôlait les coulisses. Il a gardé l'enfant, il a gardé les papiers, il a gardé les clés. Elle n'a gardé que sa voix et une pièce vide où toutes les photos de famille ont été retirées. À un moment donné, Barry a déclaré à la presse qu'il faisait ce qu'il y avait de mieux pour leur fils. Mais le mieux était-il de séparer la mère et l'enfant? Était-ce pour mettre la mère sur la défensive chaque fois qu'elle venait chercher son fils? Était-ce pour utiliser l'enfant comme monnaie d'échange? Et Gladys, la femme qui a un jour chanté l'amour à toute l'Amérique, s'est retrouvée dans la même situation. Aujourd'hui, elle doit chuchoter à son fils tard dans la nuit, craignant que sa voix ne soit enregistrée, craignant que quelques mots d'affection ne soient utilisés contre elle. Ce n'était plus de l'amour. C'était une boucle stressante où l'affection était emprisonnée par la paperasserie et les règlements. La mère est devenue la partie A et le père la partie B. À un moment donné, elle a failli se taire devant les médias. Non pas parce qu'elle n'avait rien à dire, mais parce qu'elle était fatiguée. Trop fatiguée pour répéter l'histoire qu'elle avait racontée des centaines de fois au tribunal. Elle a choisi de garder le silence. Elle a choisi de garder sa colère à l'intérieur, car sinon elle l'aurait détruite de l'intérieur. Chaque fois qu'elle voyait Barry dans les journaux souriant, disant que tout allait bien, elle n'était pas en colère parce qu'il mentait. Elle était en colère parce qu'il était si doué pour transformer un père en quelqu'un qui militait pour son enfant et que la société continuait à le considérer comme un père responsable. Gladys n'avait besoin de personne pour prendre sa défense, mais elle détestait devoir rester seule et être toujours considérée comme la fautive. Et Barry, avec toutes ses batailles tacites, ses stratégies silencieuses, ses blessures qui ont duré presque toute une vie, est le deuxième homme qu'elle a explicitement déclaré « Je ne veux plus jamais retourner à ce genre d'amour. » Pas besoin de crier, pas besoin d'élaborer. Il suffit de jeter un coup d'œil sur le passé pour comprendre que certaines blessures ne saignent pas, mais elles existent pour toujours. Barry Hankerson. Pas la pire personne qu'elle ait jamais rencontrée, mais la personne qu'elle haïssait en toute lucidité. Détestée parce qu'il savait à quel point elle aimait son fils et qu'il osait encore s'en servir comme d'une arme. Toutes les ruptures de relations ne sont pas dues au fait que l'autre personne est terrible. Parfois, c'est précisément parce que deux personnes sont trop semblables, trop habituées à être admirées, trop habiles à briller seules, qu'elles ne peuvent pas se réconcilier sous le même toit. Gladys Knight a dit un jour qu'elle n'avait jamais détesté quelqu'un avec autant de douceur. Douce mais profonde. Douceur et persévérance. Doux mais persistant. Chaque fois qu'elle s'en souvient, elle ressent un malaise intérieur. La relation avec les Brown est arrivée à un moment où elle pensait être assez sage pour ne pas se laisser égarer par ce que l'on appelle un coup de foudre. Mais il s'est avéré que l'âge n'immunise pas contre le charisme. C'était un orateur captivant, qui savait raconter des histoires de manière à faire croire aux gens que leur vie avait encore de beaux chapitres à écrire. Et elle, après tant de souffrance et d'épuisement, pensait avoir enfin trouvé quelqu'un qui n'avait pas besoin d'aimer avec ses oreilles, mais avec sa compréhension. Mariée depuis seulement 2 ans, Gladys a souvent dû se forcer à sourire lorsque quelqu'un mentionnait le nom de Les, en raison des séquelles persistantes de cette relation. Ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose de grave, mais parce qu'il n'a rien fait du tout, a-t-elle dit un jour. C'était superficiel. Je ne déteste pas l'homme. Je déteste ce que nous pensions qu'il était. Une phrase légère comme le vent, mais un vent froid.
Ils se couchaient l'un à côté de l'autre, sans ressentir le besoin de dire ce qu'ils pensaient vraiment. Leur problème n'était pas un conflit bruyant, mais un silence silencieux qui les rongeait quotidiennement. Deux individus trop performants, deux entourés de têtes qui hochent la tête au point d'oublier qu'on s'aime. Ce n'est pas de la rhétorique qu'il faut, mais de l'écoute. Les savaient toujours comment parler pour que tout soit inspirant. Mais Gladys n'avait pas besoin d'inspiration. Elle avait besoin de quelqu'un qui ose rester quand elle est triste, quand elle est faible, quand elle ne peut pas chanter une seule note. Les observateurs extérieurs pensaient qu'il s'agissait d'un couple puissant, d'un conférencier motivateur renommé, d'une impératrice de l'âme, qui pouvait faire taire une salle avec chaque tremblement de sa voix. Mais le pouvoir de l'amour ne peut pas sauver une relation qui manque de sincérité. Ils étaient comme deux lumières brillantes aux extrémités opposées de la scène, jamais capables d'éclairer le même point. Gladys a raconté un jour que ce qui l'épuisait le plus, ce n'était pas les disputes, mais l'impuissance à essayer de communiquer avec quelqu'un qui ne savait vivre qu'au milieu des applaudissements. Les la faisait se sentir isolée, même dans sa propre maison. Il était toujours occupé par des voyages, des discours, des apparitions à la télévision. Et puis il revenait, apportant du charisme, mais aucune chaleur persistante pour elle. Les gens pensent que les célébrités se comprennent mieux, mais il s'avère que c'est justement parce qu'ils vivaient tous les deux, sous les feux de la rampe, qu'il était encore plus difficile de se voir vraiment. Gladys, qui avait tellement l'habitude de briller, n'avait besoin que de quelqu'un pour l'éclairer discrètement lorsqu'elle était fatiguée. Miles, Louis, était le genre de personne qui avait besoin d'une scène pour exister. Et là, il n'y avait pas de place pour la faiblesse. Pour les moments où une femme avait simplement besoin de s'appuyer sur l'épaule de quelqu'un et de ne plus avoir à être forte. La vie entre eux s'est peu à peu transformée en une compétition tacite. Qui était le plus occupé? Qui était invité à parler le plus souvent? Qui était le plus médiatisé? Qui était le plus fatigué? Qui se sacrifiait le plus, petit à petit? Toute la beauté initiale s'est transformée en une pression invisible. Et la haine de Gladys n'a pas éclaté comme un feu, mais est devenue comme un brouillard glacial enveloppant progressivement tous les souvenirs qui avaient un jour été porteurs d'espoir. Elle n'a pas accusé Les d'avoir fait quelque chose de mal, mais elle n'a pas non plus nié qu'il était l'homme qui l'a fait se sentir le plus vide après la fin de leur relation. Il y a quelque chose de très paradoxal à détester une relation non pas à cause de la douleur, mais parce qu'il n'y avait pas d'émotions assez fortes pour les nommer. Et c'est précisément ce qu'il y a de plus cruel. Gladys a aussi discrètement mentionné que Les ne se souciait pas vraiment de sa famille, de ses grands-enfants, les liens complexes de sa vie artistique. Les ne les voyait que comme des appendices de leur vie commune. Pas d'empathie, pas d'harmonie. Tout se passe comme s'ils vivaient deux vies complètement séparées sous le même toit. Une personne habituée au dynamisme. Une personne n'aspire qu'à la paix. Une personne a vécu pour les applaudissements. Une personne n'a besoin que d'un peu de calme pour entendre son propre cœur. Cette disparité, bien que moins bruyante que les relations précédentes, a laissé Gladys avec une sorte de haine silencieuse, une émotion faible mais persistante. Peu de gens savent qu'après son mariage avec Lee, Gladys a presque refusé toutes les autres demandes en mariage. Non pas parce qu'elle avait peur d'aimer, mais parce qu'elle craignait de répéter une relation où les gens se souriaient lorsqu'ils se rencontraient, mais ne se touchaient jamais vraiment. Elle a confié un jour que la chose la plus inconfortable était de vivre à côté de quelqu'un qui savait toujours quoi dire, mais ne savait pas quoi faire. Et si Gladys détestait Les, ce n'était pas pour effacer son nom de sa mémoire, mais à chaque fois qu'elle s'en souvenait. Elle voyait à quel point elle avait été naïve de penser que deux personnes célèbres pouvaient mener une vie simple. Cette déception, même si elle n'était pas intense, était suffisante pour qu'elle regarde toujours ce passé avec un sourire triste et ironique. Car parfois, les personnes qui nous ont fait croire que nous étions spéciaux sont précisément celles qui nous font nous sentir le plus invisibles. Gladys n'a jamais voulu s'attarder sur son nom. Chaque fois qu'un journaliste l'évoquait, elle répondait avec concision, les yeux détournés, la voix changeant subtilement de ton. C'est du réchauffé. Mais ce regard ne parlait pas de vieilles nouvelles. Ce regard disait qu'il y a des choses que l'on n'oublie pas forcément, mais que l'on n'a tout simplement pas la force de revoir. Sa relation avec David Ruffin,
La voix envoûtante des Temptations était une coupure, peu profonde, mais persistante, qui guérissait lentement. Et elle n'a jamais caché qu'elle l'avait détesté au point de ne pas vouloir se trouver dans la même pièce, même pour quelques minutes. Cette haine n'était pas seulement du dégoût. C'était le genre d'émotion qui ne peut se former que lorsque son cœur a été un jour étiré jusqu'à sa limite absolue. Quiconque a vécu une relation avec quelqu'un comme David Ruffin, à la fois charmant, chaotique, doux et imprévisible, comprend que l'aimer, c'est comme jouer à un jeu de cartes où l'on échange toutes les cartes, tout en sachant que l'on est trompé. Les gens essayaient encore de croire que ce n'était que temporaire. Il en a été de même pour Gladys. Les professionnels de l'industrie parlent encore d'une période brève mais intense pour les deux. Une période que personne ne peut définir avec précision. Mais tout le monde connaissait l'existence, les performances partagées, les apparitions accidentelles dans les mêmes lieux, et surtout les messages échangés par quelques assistants proches. Bien sûr, ils ne l'ont jamais rendu public. Mais Gladys, connue pour sa discrétion, a un jour quitté un événement de la Motown à cause d'un visage qui ne valait pas la peine d'être vu. Ce visage, beaucoup le croyaient, était celui de David Ruffin. Il avait une voix qui coulait comme du miel dans les oreilles, mais c'est justement la façon dont il utilisait sa voix pour séduire qui, plus tard, a fait frémir Gladys. David n'a pas aimé ceux qui l'ont conquis. Il n'a pas construit de relation qui l'a manipulé. Et pour les femmes brillantes comme Gladys, c'était un piège. Au début, elle a pris cela pour un enchantement. Ce n'est que plus tard qu'elle a compris qu'il s'agissait d'une forme subtile de contrôle. David l'a fait se sentir insignifiante. Pas avec des mots durs, mais avec une indifférence parfaitement dosée, en la figeant au bon moment, en la raccrochant au bon moment, et réapparaître avec une chanson d'amour écrite pour vous, tout en disant la même chose aux autres. La complexité de la vie sentimentale de David était bien connue. Mais Gladys, dans un rare moment de naïveté, a un jour pensé qu'elle pouvait être l'exception. Ce qui l'a fait le plus détester, c'est qu'il l'a fait douter d'elle-même. Il y a eu des nuits en coulisses où David a disparu sans un mot. Il y a eu des appels téléphoniques que Gladys a passés pour entendre des rires et la voix d'une autre femme à l'autre bout du fil. Mais lorsqu'ils se rencontraient à nouveau, il la regardait avec des yeux pleins de tristesse. Sa voix était si chaude que toute sa colère semblait s'évaporer. Cela se répétait sans cesse. Ce n'était pas de l'amour, c'était un jeu qu'elle avait perdu. Plusieurs fois, dans une agonie silencieuse. Il était doux en chanson, mais chaotique en amour. Cette citation, Gladys ne l'a jamais formellement énoncée, mais les acteurs du secteur l'ont répétée, comme une vérité viscérale. Ce n'était pas seulement une remarque sur David, mais sur les années même où elle a perdu confiance en elle, croyant qu'elle n'était pas assez bonne pour garder un homme comme lui. Puis les choses ont explosé. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais les conséquences ont été claires. Gladys a demandé l'annulation de toutes les représentations prévues impliquant les tentations. Un contrat d'enregistrement d'un duo est annulé. Un enregistrement a été annulé par Gladys à la dernière minute. Et notamment, une émission de télévision où les deux ont failli se croiser. Elle a changé de place au dernier moment. Certains disent qu'elle s'est exclamée en coulisses. « Je ne veux plus jamais être vue en train de faire un faux sourire à côté de lui. » Non pas par simple haine, mais parce que son amour-propre ne le lui permettait pas. La version ici n'est pas de la colère. C'est l'épuisement de devoir faire semblant de faire confiance à quelqu'un qui n'a jamais su être sincère. Gladys s'est juré de ne jamais répéter ce sentiment d'entrer dans une relation où l'on a toujours eu l'impression d'être en compétition pour savoir qui aimait le plus, qui supportait le mieux. Et c'est auprès de David qu'elle a appris que certains amours doivent cesser avant de devenir une obsession. L'ironie, c'est de regarder en arrière. Elle ne nie pas que David était un grand artiste. Elle peut encore écouter My Girl ou Ain't Too Proud to Beg sans se sentir mal à l'aise. Mais chaque fois que quelqu'un lui pose une question sur lui, elle hoche subtilement la tête et change de sujet. Comme si son nom était une fausse note, qu'elle ne veut pas corriger simplement pour passer à côté. La relation avec David n'a peut-être pas été longue, mais la blessure qu'elle a laissée est suffisamment importante pour faire de Gladys une femme forte. Admettre qu'aimer la mauvaise personne, c'est comme choisir le mauvais accord, même si on le chante bien. C'est toujours aussi troublant.
Et avec David Ruffin, c'est tout un pan de sa vie qu'elle a mal interprété. Elle ne lui a jamais crié dessus, n'a jamais jeté un verre ou claqué une table. Mais le silence de Gladys Knight à chaque fois que Norman Whitfield était mentionné était plus froid que la glace. À la Motown, il y avait deux choses à ne pas faire. La première est de donner la priorité à son ego plutôt qu'à la musique. La seconde est de ne jamais laisser Gladys Knight sentir que vous manquez de respect pour ses efforts. Norman Whitfield, talentueux jusqu'à l'arrogance, a commis les deux erreurs dans une seule chanson. Je l'ai entendu par la rumeur. Une chanson comme le son d'un cœur brisé, enregistrée par Gladys and the Pips en 1967. C'était l'expression de la douleur, du refoulement, de l'âme d'une femme apprenant des nouvelles dévastatrices par des ragots plutôt que directement de l'homme qu'elle aimait. Lorsque Gladys l'a chanté, elle ne s'est pas contentée de jouer. Elle a déversé tout son être. Chaque session d'enregistrement était un acte d'épuisement. Pourtant, peu de temps après, Norman permet à Marvin Gaye, artiste solo en pleine ascension à l'époque, de réenregistrer cette même chanson. Belle et mélancolique. D'une voix captivante, Marvin rend la version douce, lisse comme un murmure. Et en effet, ce fut un succès retentissant. En tête du Billboard, un titre emblématique de la Motown. Mais pour Gladys, ce n'était pas du tout un triomphe, car elle savait qu'elle avait été gentiment poussée vers la périphérie d'une manière trop intelligente, trop froide. Personne ne parlait de trahison, mais personne n'osait la regarder droit dans les yeux lorsque cette chanson passait à la radio. Elle n'a jamais dit un mot à Marvin, et encore moins à Norman pendant de nombreuses années. Ce n'était pas une question de classement dans les hit parades, ni d'argent. Elle avait suffisamment d'amour-propre pour ne pas être envieuse, mais elle avait l'impression qu'on lui avait volé sa voix, qu'elle n'avait pas perdu ses capacités vocales, mais qu'elle avait perdu le droit d'être inextricablement liée à l'âme d'une chanson. Sans avoir le temps d'appeler à l'aide, ou des années plus tard. Quand les gens l'interrogeaient, elle disait simplement, très doucement, très lentement, « J'ai donné l'âme. » Il l'a donnée, sans un mot de plus. Dans l'industrie, tout le monde savait que Gladys était une femme discrète, qui n'aimait pas que ses affaires personnelles soient rendues publiques. Elle n'était pas mesquine, mais la froideur de son attitude lorsqu'elle a croisé Norman dans les coulisses d'un hommage à la Motown en 1983. Le regard dénué d'émotion lorsqu'il est monté sur scène, tout cela était bien plus grave qu'une centaine d'attaques cinglantes de la part de Norman. Les gens ont dit que c'était plus lourd qu'une centaine d'attaques cinglantes. Et ce n'est pas la seule fois où Norman l'a mise mal à l'aise lorsqu'elle travaillait avec lui. Plus d'une fois, Gladys a eu l'impression de devoir se battre pour obtenir la propriété de sa propre chanson. Norman avait l'oreille fine. Il possédait un esprit rebelle et créatif, mais aussi une tendance au contrôle. Pour d'autres, il s'agit d'une collaboration. Pour Gladys, qui utilisait l'émotion comme boussole, c'était de la collision. Il est amèrement ironique de penser que la chanson dans laquelle elle s'était penchée est devenue un rappel que, dans le studio d'enregistrement, même les larmes peuvent être éditées. Norman ne s'est jamais excusé, et il n'a pas eu besoin de le faire. Car dans ce secteur, personne n'oblige personne à s'excuser. Seul le public s'est souvenu de Marvin, s'est souvenu de l'enregistrement parfaitement synchronisé. Et Gladys, bien qu'elle ait enregistré la première, bien qu'elle soit la version originale, est devenue une version reléguée à l'arrière-plan. Cette blessure n'a pas saigné, mais elle s'est envenimée. Personne n'a parlé de trahison, mais Gladys se souvenait de chaque note. De la première fois dans le studio, de Norman disant, « Nous allons faire quelque chose de spécial avec ça. » Elle pensait que cela signifiait « nous », mais il s'est avéré que c'était juste lui. Souvent, le public ne voit pas ce qui se passe en coulisses. Ils écoutent la musique, l'apprécient et l'oublient. Mais les artistes se souviennent très longtemps, non pas parce qu'ils ont été dépassés, mais parce qu'ils n'ont pas été reconnus pour le prix qu'ils ont payé pour chaque texte. Des années plus tard, lorsque de nouvelles générations d'artistes ont repris Grapevine, les gens ont continué à parler de Marvin. La version de Gladys a été mentionnée comme une version plus ancienne. Elle n'était pas en colère. Mais lors d'une interview, lorsqu'on lui a demandé si elle regrettait une chanson, elle a répondu très doucement. Non pas à cause de la chanson, mais à cause de ce qui en a été tiré. Quelqu'un a raconté que lors d'un enregistrement dans les années 90,
Gladys a faiblement entendu Grapevine jouer en coulisses. Elle quitta silencieusement la pièce sans un mot. Non par jalousie, non par animosité, mais parce que pour elle, cette chanson n'était plus de la musique. C'était un souvenir déformé. Elle ne haïssait pas Norman comme on hait un traître. Elle ne lui a simplement jamais pardonné d'avoir transformé une partie de son cœur en une marchandise qui pouvait être arrangée, choisie et remplacée. Personne à la Motown n'en a jamais parlé officiellement. Mais les professionnels de l'industrie, lors de conversations nocturnes dans les coulisses, parlent toujours d'une guerre froide, une guerre sans coup de feu, mais dont les conséquences ont duré des décennies lorsque Gladys Knight fait le bilan de sa vie. Elle ne place peut-être pas Norman Whitfield sur la liste des personnes violemment détestées, mais il fait certainement partie des personnes qu'elle ne voudrait jamais revoir dans sa mémoire artistique. C'est une douleur sans nom, et comme beaucoup d'artistes noirs de son époque, elle a compris le sentiment de n'être qu'une pièce remplaçable de la machine Motown, même lorsqu'elle y mettait toute son âme. Le sentiment d'être écartée de la lumière, non pas par manque de talent, mais par manque de quelqu'un pour la protéger. Une couche minoritaire à la fois sous les feux de la rampe et dans la salle du conseil d'administration. Norman n'avait peut-être pas l'intention de faire cela. Peut-être a-t-il simplement cherché à avoir un impact, sans se soucier des conséquences. Mais pour quelqu'un comme Gladys, l'art était une question de survie. Chaque texte était une cicatrice mise en musique. Et elle n'oubliera jamais le jour où elle a entendu sa propre chanson interprétée par la voix de quelqu'un d'autre. Celebrate, alors que son nom s'est effondré jusqu'au dernier crédit. Amour, musique et célébrité. Trois éléments magnifiques mais périlleux ont accompagné la vie de Gladys Knight, comme trois chemins qui se croisent, s'entrechoquent et se séparent sans cesse. Des mariages tumultueux et des amours malheureuses avec des artistes de fréquences différentes. Aux blessures professionnelles sans nom de proches collaborateurs. Elle a vécu pleinement dans un monde d'ombres et de lumière. Ce qui est remarquable, ce n'est pas qui elle a aimé, qui l'a blessée ou qui l'a dépassée dans les hit parades. Ce qui est remarquable, c'est que Gladys Knight chante toujours, se tient toujours sur scène, les yeux calmes, la voix pleine et l'âme jamais épuisée. Elle n'a pas besoin d'écrire de longs mémoires ou de s'étendre sur les talk-shows. Son histoire réside dans chaque note chantée, chaque pause au milieu de la chanson avant de continuer, comme si la douleur n'était jamais une fin, mais simplement un repos nécessaire avant d'atteindre un nouveau crescendo. Si vous trouvez que ces aperçus de sa vraie vie, ses luttes émotionnelles et les réalités invisibles dans les coulisses du parcours de Gladys Knight méritent d'être racontés, alors n'hésitez pas à aimer, à commenter ci-dessous et à vous abonner pour ne pas manquer d'autres profils d'artistes. Écrits avec le plus grand respect et une émotion authentique. Ils n'étaient pas seulement des chanteurs emblématiques, ils étaient des individus qui vivaient pleinement avec leurs cicatrices et chantaient toujours avec une immense fierté. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lui donner un j'aime et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos mises à jour quotidiennes. N'hésitez pas à regarder nos vidéos les plus récentes et les plus populaires qui s'affichent sur votre écran. Au revoir et à la prochaine.